Alors, pourquoi se préoccuper des jeunes adultes en prison? Ben, c'est parce qu'ils sont vraiment trop nombreux dans nos prisons. Alors, on voit que les hommes constituent 93% des personnes incarcérées au niveau fédéral, 85 au niveau provincial, et les 20 à 39 ans sont surreprésentés. Ils représentent le 2 tiers des incarcérés, alors qu'ils représentent seulement 17% de la population. Donc, c'est une très forte surreprésentation qu'on n'a pas du côté des femmes, heureusement. On y viendra peut-être un jour, hein, on ne sait jamais. On va espérer que non. Alors, il faut parler de la criminalité au Québec. Il faut savoir que la criminalité a décliné de façon vraiment importante au cours des 10 dernières années. Mais si on compare au pire moment de l'histoire, c'est plutôt de 70% que ça a baissé. Je m'excuse, le chiffre n'est pas là, il n'est pas ajusté. Je ne sais pas si vous pouvez l'ajuster, c'est pas grave. La criminalité a baissé aussi de façon très importante au cours des 10 dernières années. Et boum! Les taux d'incarcération augmentent. Alors ça, c'est vraiment un phénomène étonnant. Comment expliquer ce phénomène? Bon, mais comme Natacha en a parlé, on a un premier phénomène qui est l'élongation de la période adolescentaire. C'est les French qui ont inventé le mot, pardon. Alors, on voit en dessous de la courbe de la criminalité qu'on connaît depuis 200 ans, qui s'est répétée partout dans le monde, qui est probablement l'affaire la plus solide de la criminologie. Bien là, on a un problème au Canada. Les hommes ne la suivent plus. Les femmes, on le voit, ils suivent quand même assez bien, mais les hommes, ils plateauent, hein, ils continuent d'être ados pas mal trop longtemps. On a aussi un problème de ce que j'appelle le backdoor sentencing, donc c'est la ligne que j'indique ici en rouge, c'est-à-dire qu'on retourne en prison des personnes pour des manquements, donc ils ne rentrent pas par la belle porte de devant avec un juge et des jurés, mais bien par la porte de derrière pour avoir manqué. Et on a ce qu'on appelle aussi la pénalisation de la marginalité, c'est-à-dire qu'on rentre de plus en plus du monde qui dérange en prison. Je vous raconte pas d'histoire, c'est quand même ça l'histoire. Et finalement, malheureusement, on a aussi un taux de reprise qui est très élevé chez les jeunes adultes. Donc, nos jeunes adultes, non seulement ils rentrent, mais ils rentrent, puis ils rentrent, puis ils rentrent. On peut se questionner sur pourquoi qu'on recourt à la prison. On a 4 raisons au Canada. Bon, évidemment, la rétribution, l'incapacitation, on a la dissuasion et finalement la réhabilitation. On va parler rapidement de la dissuasion parce que c'est quelque chose que tout le monde prend pour acquis. Puis ça repose sur l'idée qu'un criminel, ça qualifie. Hein? C'est quoi mon risque de me faire prendre versus ce que ça rapporte? Et là, il fait le calcul, puis là, s'il se dit, ben je vais me faire prendre, il le fait pas. Puis si je me ferai pas prendre, là, il le fait. Mais si ça marchait, là, ben, on n'aurait pas des taux de retour de 70 à 90%. Hein? Puis si ça marchait, les personnes qui seraient traumatisées en prison, ils ne retourneraient pas. Ben, écoute, sachez-vous là, ils retournent plus souvent. Si ça dissuadait les gens, hey, on ira aux États-Unis, on aurait la belle paix. Mais non, ça marche pas. Alors, une étude récente, et là, ça, je veux vous le montrer, parce que c'est quand même big, là. 116 études, 4,5 millions de personnes réalisées dans 15 pays différents disent que la dissuasion, ça marche pas. Tu mets la même personne dans la communauté, le risque de récidive est pas plus grand. C'est une donnée importante, hein? Ça ne dissuade pas. 4,5 millions de personnes, si vous voulez vous obstiner, vous pouvez. Pourquoi la prison, hein? Ben, on peut toujours revenir à cette idée qu'on va les réhabiliter, hein? Puis c'est ça qu'on veut faire. Et là, on a demandé aux jeunes adultes, ben, vous pensez quoi, vous, de la réhabilitation? Je vous parle rapidement du sous-échantillon, c'est 38 personnes, voilà, c'est fait. Alors, les jeunes nous ont parlé de l'accessibilité selon la classification. Ils nous disent, ben, tu as 3 blocs. Tu as le C, tu as le D, tu as le E. Puis le C, c'est pour le monde qui va à l'école, qui travaille. On entend, c'est les gens qui vont avoir des traitements. Le D, c'est le médium. Puis le E, c'est le monde tannant. Eux autres, il ne se passe rien. Ils font juste leur temps. Donc, normalement, ça serait attendu que les gens tannants, ça serait eux qui auraient des services, mais non, ils n'en ont pas. Accessibilité et transfert, alors il faut savoir qu'en bas de 6 mois, il n'y a à peu près pas de services qui vont être disponibles aux personnes. Et là, on a quelqu'un qui nous dit « Yes, j'avais pogné 8 mois, cette fois-là, il allait enfin m'aider. » Mais non, il y a eu des transfèrements, il n'y a jamais eu d'aide. Et là, il fait un lien assez direct avec pas de service. Je vais continuer à vendre la drogue, mais je vous laisse le lire. Accessibilité selon l'urgence de la situation. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, tu sais, c'est rendu que pour parler à quelqu'un, il faut que tu sois suicidaire. Ils vont te poser la question suivante. Es-tu suicidaire? Non. As-tu des idées noires? Non. Bah, ben, va-t'en dans ta cellule, t'es correct. Mais là, si tu dis que t'es suicidaire, ils t'envoient dans le capitonné. Fait que t'as pas plus d'aide, t'as pas plus de soutien, mais t'es dans une cellule capitonnée, à poil, filmée, 24 heures sur 24, puis ils nous disent qu'ils priorisent la réinsertion sociale. Regarde, j'ai mes doutes. L'accessibilité de l'agent pivot.
il y a quelqu'un qui me dit, ben il faut toujours que ça aille mal pour qu'il te rencontre plus vite. Tu sais, à un moment donné, j'aimerais ça qu'il me rencontre quand ça va bien aussi. Mais ces gens-là ont des caisses autres de 8 milliards d'individus. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il peut pas venir tout le temps non plus. Et là, cette personne-là dit, il vient quand ça va mal, il me dit, hey, t'es dans le trou là, tu veux te faire gazer, tu veux devenir violent avec les agents. Puis moi, je dis, hey, viens donc me voir aussi quand ça va bien, tu vas peut-être comprendre ce qui se passe. Instrumentalisation des interventions, ben là, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont parlé de ce phénomène-là. Puis comme tel, c'est pas mauvais de prendre des interventions pour faire 5 piastres. J'ai rien contre le principe. Mais c'est que ça nuit au fonctionnement du groupe. Ceux qui veulent vraiment parler de ce qui les touche, ben ils disent, tu peux pas t'ouvrir autant que tu voudrais parce que tu vas te faire rire de toi, tu vas te faire écœurer. Il y en a qui y vont juste pour déconner. Et évidemment, il y a toutes sortes d'avantages judiciaires et pénaux à faire des programmes. Il y a cette personne-là qui dit, ben, son agent d'intervention, il dit, ils te disent, il faut que tu travailles ci, puis cela, il faut que tu fasses ces trucs-là parce que c'est dans ton plan d'action. Fait qu'il dit, tu sais, dans le fond, tu y vas parce qu'ils te disent d'y aller. Il y a une autre personne qui dit, ben, les gens utilisent ça pendant qu'ils sont prévenus, hein, comme des cartes à jouer qu'ils peuvent mentionner pour pouvoir sortir plus vite. Évidemment, ça peut aussi être très, très, très plate, être en prison, on peut le deviner. Donc, faire des programmes, ça peut être aussi, pour certains, une façon de passer le temps. Il y a une personne qui me dit, ça me fait sortir du secteur, mais malheureusement, la matière que j'ai vue, je m'en souviens pas. Il y a une autre personne qui dit, ben, écoute, c'est tellement plate, là, une chance que j'ai fait les programmes, parce que sinon, je serais pas sortie aujourd'hui. Mais là, on leur a demandé, mais coudonc, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu voudrais comme programme? La personne dit, mais moi, j'en ai pas besoin parce que bizarrement, je me suis habituée à cette vie-là. Je me suis habituée à être malheureux et vous pouvez vous rendre addict à trouver cette vie normale parce que le système qui vous fait sortir, vous le voyez normal. Il dit, tu sais, dans le fond, moi, je suis mieux en prison puis je suis rentrée 5, 6, 7 fois. Donc, des gens qui ont un effet d'habituation, donc pas de besoin de rien. On peut y aller aussi parce qu'on développe un fort sentiment d'attachement vers une prison, ce qui est assez bizarre. Cette personne-là nous dit, je suis rentrée in and out de l'âge de 21 à 28 ans. Et l'intervieweur dit, quand tu dis in and out, tu parles de tel centre de détention. Puis il dit, oui, c'est ma prison. Puis j'ai grandi pas loin en plus. Donc, c'est bien dire que c'est sa maison. Une autre personne dit, ouais, puis tu sais, des fois, là, c'est plate à dire, mais ça peut être le fun aussi, la prison. Mais ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut pas parler. Quand on fait de l'alcool puis qu'on se saoule bien raide, ben si bol, on a du fun. Donc, pas besoin de traitement parce que c'est pas si pire que ça. On peut aussi pas voir le lien entre le fait d'avoir des activités illégales et faire des programmes. Cette personne-là dit, ben moi, je continue à faire mes affaires, mais j'y allais pareil pour le jour où je vais sortir et je vais donc pouvoir l'appliquer à ce moment-là. En tirer profit, une expérience genrée. Alors, les femmes ont parlé beaucoup plus positivement des interventions. Cette femme-là nous dit, j'ai gardé toutes mes notes, mes cartables. Tu sais, c'était vraiment génial. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir le parcours des autres femmes. On est toutes différentes, toutes autant de femmes qu'on est. Donc, tirer parti, justement, à l'inverse des hommes, des expériences des autres personnes. Cette personne-ci dit, cette personne-là, elle était fabuleuse, elle m'a toujours aidée, elle m'a jamais jugée, puis elle le faisait avec tout le monde. Donc, on sent dans le discours de cette jeune femme toute l'aide qu'elle a reçue. Mais chez les hommes, ce qu'on dit, les délits sont abordés, la consommation, la violence, mais tu sais, c'est dur parce qu'en prison, tout le monde a leur image. Parler des affaires qu'ils ont faites devant le monde, c'est pas leur style. C'est dur de parler de son vécu, de la misère, c'est dur parce qu'on fait confiance à personne. Si c'était des rencontres individuelles, ça serait plus facile de parler de la drogue, de la violence que tu as vécue quand tu étais jeune ou des abus. Mais rendu à ce point-là, c'est trop tard. Tout le monde se ferme. Certains y voient des gains limités. Hein? Francis nous dit, ben consciemment, il y a de la matière qui rentre dans ta tête pareil. Ça oxygène les cerveaux. Il dit, j'ai même vu un homme aller aux rencontres père en prison, il n'y avait pas d'enfant. Ben regarde, c'est pas grave. Au pire des pires, ça va lui apprendre des compétences pour plus tard. Et là, ici, il y a Émile qui a probablement intériorisé un langage institutionnel qui dit « l'humilité ». Ça m'a appris beaucoup l'humilité, savoir aider son prochain. Je ne vois pas le lien entre les deux, mais clairement, pour Émile, c'est ça qu'il retient de son intervention. Et quand on leur demande « mais coudonc, y a-tu de quoi qui a marché? » Mais là, l'école. L'école. Ils aiment l'école. Hein? Il y a Claudine qui dit, moi, j'ai fait mon école en dedans, j'ai fait mon cahier, j'étais toute seule, je voyais le prof une fois par semaine, puis finalement, j'ai réussi au final. Et on voit la même chose chez les hommes. On a Raymond qui dit, j'ai fait des programmes de construction, j'ai fait un cours en produits chimiques, j'ai fait un cours en hauteur, aucune idée c'est quoi. J'ai fini mon école là-bas, j'ai fait mon secondaire 5, je suis rentrée, j'étais en secondaire 2. Je me suis pas pogné le derrière, je suis pas un gars comme ça,
je suis un fonceur. La formation, hein, il y a Hélène qui dit qu'elle est sortie avec un diplôme de buanderie, comme quoi elle avait fait tant d'heures de buanderie, et c'est un diplôme qui vient de l'école, donc c'est important pour elle. C'est pas marqué prison dessus, c'est un vrai diplôme qu'elle va pouvoir utiliser dans le futur pour se trouver un emploi. Et là, on leur a dit, ben, coudonc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Tu sais, qu'est-ce qui vous manque dans le fond? Et là, les répondants nous ont pas parlé de ce qu'on pouvait faire en prison. Ils nous ont parlé, aidez-nous donc après. Alors, c'est ça qui est sorti surtout de leur discours. Ils devraient nous aider à trouver une place pour rester avant de sortir. Une place pour rester, c'est la base. Avoir un chèque, commencer la sortie. Tu sais, quand tu sors avec tes sacs bruns, oublie ça. Ça dérape à coup sûr. Il y a Anaïs qui dit, ben écoute, il y a personne là, qui apprend sa leçon en prison. Hein? Personne dit, ben merci, je me sens mieux, je vais plus faire de niaiseries. Ben non, tu sors de là, t'es bien fâché, t'as tout perdu. Tout ce que tu avais passé ta vie à construire, ben il est plus là. Fait que t'es pas content quand tu sors. Encore la faute des intervenants. Ben oui, hein, c'est tout le temps nous autres le problème. Les maudits intervenants. Retour à la case départ. Hein? Nous, on est là pour réhabiliter. Malheureusement, l'approche qu'on utilise, qui est l'approche cognitive comportementale guidée par le RBR, qui est basée sur des évaluations qui disent que ça peut marcher. Puis là, je vous parlerai pas du RBR parce que vous connaissez ça. Mais ça aussi, c'est remis en doute. Parce que les études qui montrent des effets reposent, semble-t-il, sur des modèles mathématiques déficients. Parce que 73% des études qui montrent que le LSI-MI, c'est bon pour bien séparer le monde tannant du monde pas tannant, c'est des gens qui ont créé les outils qui réalisent les études. On peut se douter qu'ils font des sous, ces gens-là. Les études non partisanes montrent que l'outil distingue très mal les tannants des pas tannants. Ouf! Les études non partisanes montrent aussi que les interventions d'RBR en prison ne fonctionnent pas. Si on compare 10 000 personnes traitées à 10 000 personnes qui ont eu aucune aide, on n'observe pas d'effet. Donc, c'est un peu décourageant. On observe la même chose chez les ados. Je vais passer rapidement, mais si ça vous intéresse, on pourra en reparler pendant la période de questions. Et là, la question qui tue, mais pourquoi qu'on remet jamais en question ce modèle-là? Ben, c'est parce que si ça marche pas, là, c'est que la personne ne voulait pas changer. Il y avait une faible motivation au changement. Il collaborait pas. Ou devinez quoi? Il y avait peut-être une présence de colère ou d'impulsivité. C'est surprenant d'être en prison, là. Une mauvaise évaluation de la réceptivité, une mauvaise utilisation des outils de mesure de risque, une mauvaise adéquation de la mesure de risque et les cibles de l'intervention, une formation inadéquate des intervenants, ben oui, et une implantation inadéquate de l'approche. Bref, c'est jamais la faute de l'approche. Bon, bonne nouvelle, il y a des flots qui passent à travers ça, qui réussissent à se désiter. Nous autres, c'est ceux-là qu'on étudie, c'est eux autres qui nous intéressent. La première explication qui explique le désitement, c'est l'effet de la maturation. Donc, attendez, ils vont comprendre. Si on regarde notre courbe au Canada, si on attend, on va attendre longtemps. Pas sûr, c'est notre meilleure solution. Il y a des explications structurelles qui disent, ben écoute, pour se désiter, ben ce que ça prend, c'est une bonne blonde, un bon job, former une famille, créer de nouvelles amitiés. Donc, tout ça, ça va marcher. Donc, il va y avoir une pression externe qui va se faire. Nous, on est un peu au milieu de ça. On se dit, la personne peut avoir la meilleure job au monde, elle peut avoir la meilleure blonde au monde. Si elle se conçoit encore comme une personne contrevenante, elle va pas se désister. Pour se désister, il faut qu'il y ait, oui, un arrêt des comportements contrevenants, mais il faut aussi que la personne ait une nouvelle identité, qu'elle valorise à tel point que c'est irréconciliable avec celle de personnes contrevenantes et que là, cette personne-là va vraiment pouvoir maintenir son désistement dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le désistement? J'ai-tu un cue de temps? Non, je suis correct. Seigneur. Une approche sensible au trauma. Non, vous aimerez pas ça. Pas grave, j'y vais pareil. On a des études qui ont été réalisées dans plus de 2000 études dans plus de 15 pays depuis plusieurs années sur l'impact des événements traumatiques vécus dans l'enfance. Et on a vu que quand tu en as 5 ou plus, tu as des grosses chances d'avoir un problème d'anxiété, de vivre une dépression, de faire l'usage de drogue, de développer une dépendance à l'alcool, de vivre une victimisation violente à l'âge adulte, de faire l'usage de substances de drogue, hein, on a ça dans notre échantillon un petit peu, de commettre une tentative de suicide ou, si on en a 7 ou plus, d'avoir 980% plus de chances d'avoir un trouble de santé mentale. Et là, on pensait que c'était juste les filles.
C'était comme le trauma, c'était à la mode chez les femmes, mais pas chez les hommes. On disait, non, non, nos hommes sont pas traumatisés. Mais là, on a une étude qui a été publiée en 2021 qui montre que la proportion est assez semblable de filles et de garçons qui avaient vécu des adverse childhood dans l'enfance. Et cette étude-là, c'est intéressant, compare les filles et les garçons. Et ce qu'on voit, c'est que les abus physiques, ce que vous avez en rouge, c'est la proportion filles-gars, puis en noir, c'est la proportion dans la population générale. Donc, à peu près 2 fois plus de chances d'abus physiques. Des abus sexuels, 2 fois plus de chances pour les 2 genres aussi. De la négligence, 2 fois plus pour les 2 genres. De la violence familiale, presque 3 fois plus pour les 2 genres. Donc, dans nos populations carcérales, on a des personnes polyvictimisées. Et l'impact des traumas vécus dans l'enfance sur le cerveau, on se dit, mais pourquoi ça nous préoccupe? C'est que ça change le fonctionnement du cerveau d'un enfant d'être victime de ces expériences-là. Ça va impacter l'hippocampe, qui est impliqué dans la mémoire et la régulation des émotions. Ça va impacter le lobe préfrontal, qui est responsable de la gestion des émotions, des communications et du raisonnement moral, ainsi que les fonctions exécutives qui sont responsables des comportements orientés vers le futur. Combien de fois on se dit, mais ils savent pas ce qu'ils veulent faire? Ben, gadon. Lorsque les fonctions exécutives sont touchées, ils expérimentent la difficulté à contrôler leurs impulsions. Quelle surprise! Mais ça, c'est vraiment le bout qui m'intéresse le plus. Elles sont peu sensibles au renforcement positif ou négatif. Donc, une approche cognitive comportementale avec une personne qui a une déficience au niveau du fonctionnement exécutif, ça ne peut pas marcher. À la base, c'est juste impossible. Et les personnes perdent l'habileté de planifier et formuler des projets qui répondent aux demandes sociales. On va voir chez les hommes ce qu'on appelle le développement d'une mentalité de zone de guerre. Et pour les hommes qui souscrivent à la vision hégémonique de la masculinité, qui ont été victimes dans l'enfance, on va voir la prévalence d'un plus grand comportement agressif, le refus de l'aide, une tendance à se replier sur soi au point d'être incapable d'être sensible à la réalité des autres. Les délits qu'ils vont commettre vont devenir de nouveaux traumas et l'expérience de la prison, qui peut les victimiser davantage, et ça maintenant, vous le savez, ça augmente le risque de récidive. Donc, c'est une roue qui tourne sans fin, ce qui pourrait expliquer notre phénomène de porte tournante. Les approches sensibles au trauma voient le continuum victime-contrevenant et n'essayent pas d'excuser le comportement. Là, c'est ça, là, les gens disent « Ah ouais, c'est ça, tu vas toutes mes victimiser. » Pas ça l'idée, là. L'idée, c'est d'en tenir compte tout simplement dans l'analyse de l'intervention. Ça vise pas à corriger les déficits, ni même à réduire les symptômes. C'est pas ça qu'on peut faire quand on réhabilite des gens, mais plutôt à permettre aux personnes contrevenantes d'envisager une vie saine. Si t'es pas capable de penser au futur, on va t'accompagner, on va t'aider à envisager la bonne vie que tu pourrais avoir, parce que ça repose sur l'idée que tous les humains veulent la même chose. On veut tous une vie en santé et une bonne santé mentale. On veut pouvoir se réaliser dans notre travail ou dans une activité. On veut avoir le pouvoir de décider de sa vie. On veut la paix. On veut être en relation. On veut être en communauté. On veut avoir un sens à nos vies. On veut avoir du plaisir et on veut minimalement exprimer un peu notre créativité. Donc, la criminalité est vue comme un moyen direct ou indirect de se procurer ces fameux biens primaires. Et le but de l'intervention est de permettre à la personne d'avoir un plan de bonne vie et de trouver les moyens adaptés non criminalisés de s'y rendre. Dans cette logique-là, on ne traite pas le déficit de l'individu, mais l'ensemble des éléments de contexte, incluant la discrimination, la pauvreté, le racisme, l'exclusion sociale et la stigmatisation qui entravent l'accès à la vie saine. 50% des femmes incarcérées au Canada sont des personnes autochtones. Donc, si on n'en tient pas compte puis qu'on continue de les traiter comme si c'était eux autres qui avaient un problème, on va tourner en rond longtemps. Donc, vise à sortir de la prison avec autre chose qu'un sac brun, à parler des abus, des traumas, pour se confier sans risque d'être ridiculisé, à trouver une vie qui n'est pas normale ou meilleure à l'intérieur des murs, pour trouver des sources de plaisir qui ne sont pas ceux liés aux activités illicites ou à la consommation en prison. Ces mots, vous les avez déjà vus, c'est ceux que je vous ai présentés il y a quelques minutes. On a aussi vu que lorsque l'offre d'opportunité d'apprendre est là, les jeunes parlent d'eux positivement. Je me suis pas pogné derrière, je suis un fonceur, j'ai fait tous mes cahiers et j'ai réussi au final. Donc, les interventions devraient viser à rétablir le capital de rétablissement des individus, soit l'ensemble des ressources financières, matérielles, émotionnelles et comportementales qu'ils peuvent mettre à profit pour initier et soutenir leur processus de désistement. Et justement, aider la personne à se construire une nouvelle identité
que ce soit par le biais de la formation, de l'éducation, de l'activité créative, récréative, sportive et thérapeutique. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre qui doit être orientée vers la création d'une nouvelle identité. Bref, on travaille sur la personne dans son intégralité plutôt que sur ses déficits. Pourquoi? Parce que, on va y venir plus tard. J'ai inversé. Voilà. Alors, heureusement, certains répondants ont eu des expériences positives avec une intervenante. Donc, Ariane nous dit, une femme merveilleuse, vraiment, qui aide à aider le monde. Mais les propos demeurent vagues. L'intervenante était super, tu voyais qu'elle voulait aider les gens, puis c'est tout. Mais quand les propos sont appuyés sur une approche positive, ils deviennent beaucoup plus clairs. Par exemple, Jasmine dit, c'est une rencontre avec un intervenant que tu as attitré en individuel. On parle vraiment de ce qui se passe. Exemple, des comportements que tu as qui sont pas corrects, qu'ils veulent que tu améliores. Ils vont pas chercher les côtés négatifs. Ils vont plus chercher le point positif dans ce que tu as fait. Ils vont essayer de creuser, de trouver un bon côté des choses malgré tout ce que tu as fait. Ils sont pas tout le temps là, là, ça, c'est pas correct. Ils vont comme chercher, ouais, tu aurais peut-être pu faire ça, puis... Et là, l'intervieweur dit, puis comment tu trouves ça, cette approche-là? Moi, j'aime mieux ça. Tu te sens pas taper sur les doigts. Donc, on voit que cette personne-là a un vocabulaire beaucoup plus large pour parler de ses interventions. Malheureusement, on en a très peu dans notre échantillon. Beaucoup des jeunes adultes ne semblent pas percevoir le lien entre l'intervention et la finalité. Ce qui nous laisse à penser que le RBR rate la cible, parce que quand on traite un déficit chez la personne, on dit on va traiter ta colère, on va traiter ta ci, on envoie à la personne le message que c'est une personne colérique. Et comme c'est un jeune adulte qui est encore en formation identitaire, la personne va finir par intégrer ça dans son identité. Et au bout de la ligne, là, on va avoir des jeunes adultes qui vont dire j'ai peur de moi-même. Donc, ils ont tellement intégré l'image qu'ils sont plus capables de s'en défaire. Les gains que les personnes font en prison sont peu transférables à la vraie vie. Les répondants en parlent toujours au futur, au pire des pires, ça servira plus tard. Et il semble qu'une alternative qui tiendrait compte des facteurs de risque, mais qui inclurait plutôt le projet dans un projet de vie, que l'adulte verrait le lien entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on vit peut être essayé. Parce qu'après tout, on a justement 10% des personnes qui se désistent. Sûrement qu'on peut faire un peu mieux. Donc, retour à la case départ. Est-ce qu'on est en train de faire juste du œil pour œil? Si on sait que le contenir, ça marche pas, que décourager marche pas, puis que réhabiliter, ça fonctionne plus ou moins bien. C'est peut-être plus simple de juste pas utiliser la prison avec les jeunes adultes. Il faut se rappeler que ces jeunes-là sont moins responsables que les générations précédentes à cause de l'allongation du passage à la vie adulte. Donc, si on est capable de dire qu'un enfant de 17 ans et 3/4 est pas responsable, c'est un peu bizarre qu'à 18 ans et un jour, ils deviennent pleinement responsables. Il faut se rappeler que ces jeunes adultes-là commettent des délits 70% moins de délits que nos générations. Là, je nous regarde, sauf qu'il y en a des plus jeunes, là, mais on était pas mal pire qu'eux autres, qui commettent des délits 30% moins graves, que souvent, ce sont les mêmes jeunes conçus en protection de la jeunesse. C'est souvent les mêmes jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie. C'est souvent les mêmes jeunes qui ont des troubles de santé mentale. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour eux? Soutenir le désistement des jeunes, c'est aussi protéger la société. Sur le pile, 2 minutes. Fini!